Bonsoir, nous sommes le mercredi 17 juin, heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil. Voici les principaux titres qui seront développés au cours de la prochaine demi-heure. Le bac 2015 est lancé et comme à chaque fois, c'est sur l'épreuve de philosophie que les candidats de toutes les séries devaient plancher ce matin. Reportage à suivre dans un établissement de Guyancourt. Le préfet lance le Conseil des institutions musulmanes des Yvelines, un organe censé favoriser le dialogue entre les représentants des communautés islamiques du département et l'État et qui pourrait se généraliser dans le reste de la France. L'Isée locale, c'est le nom de l'opération lancée par la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. 9 auteurs du territoire invités pour échanger avec les habitants dès ce vendredi. Les détails tout à l'heure en plateau avec son responsable notamment, invité donc de cette édition. Le baccalauréat, c'est parti pour 6 jours d'épreuves jusqu'au 24 juin pour les écrits et pour débuter la redoutable séance de philosophie. Côté littéraire, les étudiants pouvaient plancher sur cette question. Respecter tout être vivant, est-ce un devoir moral? Côté scientifique, cette thématique, la politique, échappe-t-elle à l'exigence de vérité? Et c'est cette question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. En fait, c'est trop dur. La vérité est toujours importante. Il y a beaucoup de mensonges dans la politique. Tous les politiciens disent n'importe quoi pour être populaire alors que c'est pas forcément ce qu'ils pensent. Bah oui, sinon pourquoi on vote? C'est le politiquement correct, on veut pas effrayer, c'est la course-poursuite au quota de popularité et tout ça. Donc s'ils disent la vérité, ils savent très bien qu'aux prochaines élections, on vote pas pour eux. Je connais le sujet parce que mon fils l'a passé ce matin, donc on me l'a déjà défloré. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, oui dans les faits, non dans le fond, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les politiques sont pas très crédibles, mais dans l'absolu, ça devrait pas être le cas. Sincèrement, oui. Parce que pour moi, la politique d'un pays, c'est ce qui forme un pays. Et si on forme un pays sur un mensonge, malheureusement, après, tout le reste, ça vaut rien. Et ce matin, ce sont les lycéens des séries générales qui ont travaillé. Ils étaient plus de 680 000 en France, dont 10 399 Yvelinois sur cette épreuve de philosophie. Et les thèmes, vous l'avez entendu, art, politique, morale. Retour sur cette matinée d'épreuve avec Mélanie Poquet et Yolène Torres. Une œuvre d'art a-t-elle toujours un sens? Respecter tout être vivant est-ce un devoir moral? Ou encore, suis-je ce que mon passé a fait de moi? Voici quelques-uns des sujets proposés aux candidats cette année. À la sortie de l'épreuve, les avis sont mitigés. Les sujets ils étaient assez inattendus et c'est dur quoi, c'est le bac. Ça va, je pense que je me suis bien débrouillée. Je suis tombée sur un sujet qui m'a assez inspirée quand même, donc je suis contente. C'était cool, ça c'est bien, c'est tombé sur celui que j'ai révisé, donc c'est bien. Le discours était pourtant bien différent 3h30 plus tôt. Julien partait défaitiste. Il est 7h30 et il s'apprête, ainsi que 240 autres candidats des séries générales, à entrer dans ce lycée guyancourtois. Au bac blanc, j'étais déjà dans la limite de ceux qui vont redoubler, donc je pense que ce sera ça pour moi. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai pas un dossier très ouf, donc je crois que ce sera bien pour moi. J'ai révisé toutes les citations, tout ce que m'a dit mon professeur. On a eu des cours en plus pour ceux qui voulaient, et du coup j'y suis allée, du coup ça va, je pense que je suis prête. 4 heures d'épreuve pour restituer leurs connaissances réparties dans 27 salles et surveillées par 2 professeurs ou membres du personnel de l'établissement. L'organisation, effectivement, a démarré il y a 2 semaines. On a la préparation des salles, on a également l'affectation des élèves dans les salles, on a les surveillants à trouver, qui sont nos surveillants, nos professeurs à nous qui surveillent. Et on a la particularité, nous, cette année, d'accueillir d'autres établissements en centre d'écrit. Cette année, pas de problème au niveau des sujets. Les intitulés de ce cours sont restés au coffre-fort. Si la philosophie est passée, les épreuves du baccalauréat sont loin d'être terminées. Encore 6 jours d'épreuves et certains l'ont bien compris. Les résultats seront connus le mardi 7 juillet. Allez, courage aux lycéens. À la veille du début de la période de Ramadan, le préfet des Yvelines a installé le CIMI, le Conseil des institutions musulmanes des Yvelines, une volonté des associations et qui fait suite à une circulaire du 11 mars dernier du Premier ministre Manuel Valls après les dramatiques événements de janvier sur Paris et sa région. Le Conseil des institutions musulmanes devrait se réunir une fois par mois et une fois par trimestre en présence du préfet. Différents thèmes abordés, les lieux de culte, l'organisation de l'Aïd et les actions entre islam et citoyenneté.
Sur le terrain, et quelles sont les difficultés que rencontrent les associations musulmanes, qui, je le rappelle, aujourd'hui, des associations composées essentiellement de citoyens français musulmans qui vivent leur culte dans la République. Et donc, nous avons d'abord les thèmes citoyenneté, République et Islam. C'est un thème transversal sur lequel il faut que nous avancions ensemble. Et puis, il y a aussi un certain nombre de thèmes qui est dans l'exercice du culte, sur la création de mosquées, sur l'Aïd, voilà. Donc tous ces thèmes-là qui interpellent les associations au moment de leur grande fête et comment on peut apporter des réponses dans le cadre, encore une fois, de la République et des lois et règlements en vigueur. Donc il ne s'agit pas de se substituer aux associations, mais de les accompagner. C'est un lieu bien sûr de dialogue, de concertation. Et ensuite, ça vise à modéliser une certaine manière de poser les problèmes et d'apporter les solutions les plus appropriées. Des fois, les élus locaux sont devant certaines impasses par rapport à des situations qui leur sont propres. Et donc là, le CIMI apporte sa contribution, c'est-à-dire il investit une forme de confiance, j'allais dire, qui permet de prendre des décisions qui ne sont pas simples à prendre. Le Golfe national à 50 ans en Yvelines s'est engagé depuis plusieurs années dans une politique de gestion de l'eau éco-responsable. Samedi dernier, une visite a été proposée pour le public pour découvrir tous les dispositifs qui ont été pris en conséquence. Cette opération s'inscrit dans le cadre de Paroles de jardiniers, manifestation qui se déroule actuellement dans tout le département. Le reportage de Sephora Namani et de Maxime Lemaine. Entretenir le parcours de façon éco-responsable, une priorité du Golfe national qui proposait une visite pour faire découvrir au public les moyens utilisés pour optimiser la gestion de l'eau sur le Golfe. La première des choses à faire, c'est de raisonner les graminées qu'on va utiliser, puisque c'est quand même le choix qu'on effectue en amont. Et en fonction des graminées qu'on va amener et implanter sur le site, on n'aura pas du tout les mêmes besoins en eau. Plus la planète se réchauffe, plus on aura affaire à des périodes de sécheresse sans doute longues. Et donc il est important dès à présent d'importer et d'installer des graminées qui seront à même de faire face ou de résister à ces nouvelles problématiques et à ces stress hydriques et stress de température. Privilégier un gazon qui consomme peu d'eau, le couper à bonne hauteur et l'arroser avec parcimonie sont des techniques suffisamment maîtrisées par le golf pour être efficaces sans perturber le jeu des golfeurs. On arrive à un résultat équivalent pour le golfeur. Le golf est tout aussi beau, peut-être différent, peut-être qu'il y a un petit peu plus d'herbe marron ou jaune. Mais ça, c'est en saison d'été uniquement. Dès qu'il repleut, l'hiver, c'est tout vert. 900 arroseurs concourent actuellement à l'alimentation en eau du parcours. Des travaux sont prévus après l'Open de France dans un mois pour moderniser le système de drainage et s'équiper de 2000 arroseurs. Les arroseurs changent, sont de plus en plus performants. On a des têtes de plus en plus petites avec des jets qu'on peut gérer au mieux pour des brumisations. Et puis du coup, on va pouvoir, via les 2000 arroseurs qu'on va implanter, on va pouvoir procéder à des arrosages beaucoup mieux circonscrits et donc pour une efficacité accrue et des économies d'eau à terme. Aujourd'hui, 60 000 mètres cubes d'eau sont nécessaires à arroser les 140 hectares du Golfe national, soit une économie réalisée de 40 000 mètres cubes en quelques années depuis la signature par le Golfe de la Charte de l'environnement. Et pour les amateurs de golf, bien sûr, l'Open national qui va débuter dans quelques 15 jours, le 2 juillet. Puisqu'il est question de sport, justement, un mot pour saluer la performance des gymnastes d'Elancourt-Morpas. Les deux équipes de gymnastique artistique féminine étaient en finale des championnats de France à Saint-Étienne. Si en catégorie fédérale 2, elle termine à la 13e place, en division Critérium 2 Benjamin, elle décroche l'or, tout simplement. Invité de ce journal à présent, on va parler culture avec Laurent Garin. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-Bretonneux. Et bonsoir à Pauline Amier. Vous êtes responsable littérature, BD et jeunesse de ce même établissement. Vendredi 19 juin va débuter cette opération Lisez local. Ça se terminera le lendemain, le 20 juin. Le Pavé qui va ouvrir ses portes à 9 hauteurs de la région. L'idée, c'est de valoriser la richesse locale, ce qui n'était pas fait jusqu'à présent. Non, qui n'était pas fait totalement. Donc, on a énormément d'auteurs locaux qui viennent nous voir, qui nous sollicitent à longueur d'année. Et
fort de cet engouement-là, on s'est dit pourquoi pas tous les réunir sur une journée. Puis là, en fait, il y en avait quand même suffisamment pour faire ça sur 2 jours. Donc on s'est dit, allez, on va ouvrir la librairie à ces auteurs-là, qui ont aussi du talent et qu'il faut qu'on fasse reconnaître par le public. Le public, c'est une demande aussi peut-être du public. Est-ce que le public connaît ces auteurs ou Alors, elle s'intéresse un peu à ces écrivains locaux? Oui, ça s'intéresse, oui, bien sûr, à tout ce qui est local et tout ce qui est aussi familial, parce que souvent ce sont des gens qui habitent la ville nouvelle, qui travaillent sinon à la ville nouvelle. Donc c'est des gens, oui, qui sont connus et reconnus parmi la population. On va évoquer les différents ouvrages. Il y a 9 auteurs. Comment vous avez fait le choix déjà, justement? On a voulu en fait pas trop cibler sur une thématique particulière, donc on a ouvert un peu de jeunesse, un peu de littérature, un peu de vie pratique, un peu de sport aussi. Voilà, on a vraiment voulu ouvrir le panel à toutes ces sollicitudes qu'on avait durant l'année. Donc voilà. Et sur le secteur jeunesse, justement, on peut peut-être en parler. Il y a une auteure qui est professeure d'anglais au lycée Descartes à Montigny-le-Bretonneux. Et elle a écrit un livre jeunesse bilingue. Tout à fait, qui s'appelle Le Renard sur l'Aubrac. Donc c'est un livre destiné aux enfants, qui est plutôt un documentaire, donc qui parle de la vie du renard, la manière dont il s'alimente, etc. Et dans cet ouvrage, l'enfant peut découvrir le texte à la fois en français et en anglais. Elle en a écrit également un sur la vache. Enfin voilà. La vache de l'Aubrac, et donc elle viendra avec ces 2 ouvrages. Samedi prochain. Et ce sera donc à découvrir au pavé du Canal. En tout, 9 auteurs qui ont des profils très, très différents, si ce n'est ce point commun d'habiter Saint-Quentin en Yvelines. Ils écrivent tous dans des registres très très larges. Ils n'écrivent pas forcément sur, on l'a vu avec la jeunesse, mais pas forcément sur l'histoire de Saint-Quentin en Yvelines. Non, justement, non, il n'y en a pas un seul qui a écrit là, enfin pour le coup, sur Saint-Quentin, mais ils ont tous raconté leur histoire à eux, mais pas forcément sur la ville nouvelle. En fait, le fait commun, enfin le trait commun de toutes ces personnes, c'est que soit ils habitent, soit ils vivent ici. Bernard Delattre, par exemple, qui a écrit sur la Chine, qui est sur l'histoire, sa passion, l'histoire de la Chine. On l'avait reçu d'ailleurs sur ce plateau. Alexia Petrachini-Montaigne, qui a écrit un roman d'anticipation, 2042, le dernier jour. Je ne vais pas vous demander de nous donner la liste en entier, ni de vous fâcher avec personne, mais est-ce qu'il y en a un particulièrement qui a retenu votre attention? Le sport automobile, voilà, c'est une belle découverte pour moi. C'est un beau livre, j'ai trouvé, de Monsieur Bitu. Donc voilà, c'était une belle découverte. Moi qui connais pas, qui est une autobiographie tout à fait, de son parcours. Il y a de plus en plus d'auteurs, pas forcément sur le niveau local, mais globalement, aujourd'hui, tout le monde peut écrire. Et est-ce que justement, ça rend plus difficile le fait de trouver le bon roman? Il y a tellement d'auteurs. Oui, on fait forcément une sélection, quoi. Enfin, il y a déjà eu une sélection en avant, avant de prendre ces 9 auteurs-là. Donc oui, on a quand même assez sollicité durant l'année avec des auteurs un peu hétéroclites. Mais voilà, et le monde de l'édition a changé. De plus en plus de gens se lancent en ayant une activité à côté. Oui, c'est ça. C'est à compte d'auteurs souvent. Enfin, les gens se lancent. Alors on prend une diffusion soit personnelle ou familiale, et puis souvent ils tentent leur chance en librairie et viennent nous voir avec leur ouvrage. Donc d'abord on le lit, ensuite si ça nous plaît, on fait soit une rencontre comme celle-ci ou des rencontres tout au long de l'année. Et au secteur jeunesse aussi, plus particulièrement? Oui, tout à fait. Il y a des gens qui écrivent et qui s'associent avec des gens qui illustrent plutôt. Et c'est vrai que c'est un domaine assez foisonnant et les gens aiment bien raconter des histoires aux enfants. Donc pourquoi pas les mettre par écrit, quoi. Donc c'est un peu l'idée de s'auto-diffuser, de s'auto-éditer et de montrer un peu à tout le monde ce qu'on fait, quoi. Élysée locale, c'est le nom de l'opération qui débute vendredi au pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. En organisant ce genre d'opération, vous souhaitez aussi vous démarquer ou créer l'événement aussi sur votre établissement pour faire venir le public? Prouver qu'il y a une vie culturelle dans cette ville nouvelle et que voilà, que ça foisonne et que nous aussi on fait partie de cette vie-là et que voilà, on veut être vraiment un marqueur essentiel de la vie culturelle de la ville. Et faire venir les gens dans cette librairie de quartier. Justement, les librairies de quartier, vous y rendez-vous encore souvent? C'est notre question du jour et on poursuit l'entretien juste après. Oui, bien sûr, oui. Parce que nous, on lit beaucoup et on est très, comment dirais-je, on est très papier en fait, on est très bouquin. Non. Pourquoi? Parce que je lis pas. D'accord. Je vais à la librairie du Canal. Moi, j'aime bien, c'est plus petit et en plus, on a des bons conseils. On peut être conseillé et puis on peut mieux manipuler les livres. Non. Non, pourquoi? Parce que j'en ai pas dans mon quartier déjà. Voilà, tout simplement. Oui, assez souvent. Ouais. Pour prendre soit des romans, soit des livres pour les cours chez la fac. C'est beaucoup plus sympa, on peut avoir des conseils, c'est pas grande surface, d'habitude les mecs ils s'y connaissent pas trop. J'y vais là, j'ai rendez-vous pour une signature vendredi. Il vaut mieux qu'il y ait un peu moins de choix mais que ce soit plus visible, avoir une vue d'ensemble, plutôt que d'être noyé sur la quantité. Comme dans Internet par exemple, on ne sait pas où regarder.
Voilà, les auteurs qui s'y rendent aussi forcément dans ces librairies de quartier. Pour le coup, la fréquentation de cet établissement, justement, vous l'avez repris il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça, depuis janvier, là, vraiment tout seul. Et alors, quel bilan vous en faites de ces quelques mois? Est-ce que l'activité fonctionne bien? Oui, ça progresse toujours, et puis c'est même très positif, quoi. Le retour d'expérience là me montre, oui, qu'on a tout à fait notre place, nous, libraires indépendants, sur le conseil, sur justement ce genre d'événements culturels qu'on peut nous apporter. Donc non, c'est vraiment très bonne chose. Un chiffre, c'est au niveau national. En 2013, 22% du marché de la vente de livres détail était détenu par les librairies indépendantes, justement. Donc la place, malgré les inquiétudes, malgré Internet, malgré les grandes surfaces, vous réussissez à vous maintenir. Oui, tout à fait. C'est pas comme les disquaires, vous n'allez pas disparaître. Non, normalement, non, on devrait. non, parce que les gens sont toujours attirés par un conseil, parce que voilà, ils ont besoin d'un rapport humain. Et puis nous aussi, on a besoin de cet échange-là, quoi, pour que nous, on puisse aussi apprendre des gens. Il y a aussi ce fait-là, quoi. Est-ce qu'il y a des ajustements qui ont été faits depuis que vous avez repris la librairie? Je pense aux activités qui sont proposées, au rendez-vous. On a essayé d'ouvrir un peu plus, par exemple, la livraison à vélo, avec cet entrepreneur local lui aussi. Voilà, on a certaines choses. On a essayé de renouer certains liens avec l'université, avec nos institutions aussi. Toutes les institutions locales, on essaye de renouer certains liens. Et puis tous les comités d'entreprise qui foisonnent aussi à Saint-Quentin, il faut aussi qu'on travaille sur ce côté-là. Et des événements à annoncer peut-être? Alors des événements, oui. On a durant l'été, à la mi-juillet, du 14 juillet au 31 juillet, on a Lisez en short, donc une opération jeunesse menée par le CNL, où on va accueillir des jeunes. On va faire un petit coin dédié uniquement pour la jeunesse, où ils vont pouvoir s'installer calmement. On va leur passer des textes. À la rentrée, on va proposer une présentation de toute la rentrée littéraire, donc sur une soirée, le vendredi 4 septembre, en soirée. Donc nous, là, on est en train de travailler justement sur cette rentrée-là. Donc on présentera, ce soit à nos clients comme à nos collectivités, tous les bouquins qui nous ont plu durant l'été, et on fera une présentation sur toute la moisson qui va pouvoir exister sur la rentrée, quoi. Et pour vous rendre dans cette librairie, il y a un bon prétexte aussi, c'est la fête des pères. Voilà, et vous avez ramené quelques ouvrages, on va conclure avec vous. On va vous conseiller quelques livres. Donc en littérature, on a La facture de Jonas Carlsson. Donc c'est un homme qui reçoit un jour un tout petit peu plus, qu'on voit la couverture, voilà, très bien. Qui reçoit un jour une facture d'un montant d'à peu près 600 000 €. Il n'y a pas de justification, il ne connaît pas l'établissement qui a fait cette facture. Et après renseignement, en fait, cette facture correspond au prix du bonheur et de la vie qu'il a eue. Une vie plutôt une belle vie. Et voilà, donc c'est une réflexion sur est-ce que le bonheur aurait un coût ou pas. C'est assez drôle, c'est un peu grinçant. Voilà, un livre à faire découvrir au papa. Dans un autre genre, en beaucoup plus sanglant, mais très beaucoup intéressant. Beaucoup plus conséquent aussi, il y a beaucoup plus de pages, à moins que ce soit écrit en très gros. Donc c'est le nouveau Franck Tillier, il était assez attendu, Pandémia. Franck Tillier a travaillé en collaboration avec l'Institut Pasteur pour écrire ce livre. On retrouve des cygnes morts dans un parc. Et après examen, il s'avère qu'ils sont tous contaminés par le virus de la grippe H1N1. Et également, le quai des Orfèvres, est également touché par ce virus. Donc ça rend l'enquête un petit peu difficile. C'est vraiment très intéressant, c'est extrêmement documenté, c'est moins léger et c'est un peu sanglant, mais les amateurs de Franck Tillier le savent déjà. Voilà, pour les papas dépressifs. Voilà. Pour les papas pas dépressifs et qui aiment les séries. Ça, ils doivent être nombreux. Comme le dit le titre, si vous aimez les séries, ce livre est fait pour vous. Dans ce livre, on va retrouver toutes les séries actuelles et plus anciennes, où il y a des conseils également pour en découvrir de nouvelles. Si vous aimez Game of Thrones, par exemple, vous aimerez telle série, etc. C'est un livre de référence sur les séries. Il y a pas mal de secrets de tournage, de belles illustrations, voilà, pour les papas passionnés de séries. Très bien. Et puis un dernier. Et un dernier, c'est une BD. C'est une BD un peu particulière. Elle est accompagnée. Je vois qu'il y a affiché un vinyle avec. D'un vinyle. D'accord. C'est une histoire du rock'n'roll, tout simplement. Pour les papas branchés. Voilà, tout à fait. Très bien. Eh bien, merci pour ces conseils à la veille de la fête des pères. J'en profite pour passer un message. Si jamais il y a des ouvrages qui pourraient m'intéresser. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Lisez local, c'est le nom de l'opération qui débute vendredi. Éducation à présent, culture aussi. À Morpal, les élèves du collège Louis Pergaud se sont initiés au phénomène Cup Song. C'est une performance musicale des plus originales et qui nécessite du rythme, de la cohésion de groupe et des gobelets en plastique. Aurélia de Bissy. Eh bien, vas-y.
Phénomène musical sur le web, le Cup Song débarque désormais à Maurepas. Les 450 élèves du collège Louis Pergaud se sont réunis ce matin pour interpréter leur propre version de la chanson Well I'm Gone, devenue culte auprès des adolescents. Inspiré d'une comédie musicale américaine, le Cup Song consiste à chanter tout en tapant dans ses mains et en battant la mesure avec un gobelet en plastique. Une initiative proposée par le professeur d'éducation musicale du collège. Chaque grande vacances, je réfléchis toujours à quel projet va vraiment intéresser tous ces jeunes parce que faut quand même se renouveler. Et une amie m'a parlé du Cup Song, donc je suis allée voir sur Internet. Ils ont appris chaque semaine depuis octobre, donc on a passé quasiment l'année dessus, à raison de 10 minutes par cours. D'abord lentement, puis on a accéléré. Donc non, ça n'a pas été difficile. Puis franchement, ils étaient très très motivés, donc ça fait vraiment plaisir, quoi. Ils suivent bien le projet, ils sont toujours partants. Ça, c'est une de leurs qualités. Ce qui était vraiment important, c'est que en fait, les élèves comprennent que dans un groupe, le groupe qui fait le Cup Song, quel qu'il soit, celui que vous venez de voir ou les plus petits en classe, dans le groupe, il est impossible de laisser un élève qui ne le fait pas bien. Ils ont été obligés de s'entraider et ça, c'est très très important. Chaque élève réalise ainsi un rythme sans jamais en changer pour éviter de briser la chaîne de solidarité. L'exercice est donc amusant, mais il permet surtout d'apprendre le rythme et le travail en groupe. C'était bien parce que du coup ça faisait un esprit d'équipe, parce que même s'il y en a qui n'y arrivaient pas, on était obligés de les aider parce que s'il y en a un qui n'y arrive pas, après il y a toute la chaîne qui est décalée. Et du coup ça nous a poussé à s'entraider les uns les autres. On a beaucoup travaillé, on a dû travailler aussi à la maison et tout ça, travailler avec les élèves, mais c'était bien parce qu'on s'est tous amusés. Il faut avoir le rythme déjà et il faut partager tout avec tout le monde. Un nouveau projet musical autour d'un autre thème verra le jour à la rentrée prochaine. Bravo à eux et on termine ce journal avec la première édition de la fête de la nature. C'était à Bois d'Arcy, le conseil municipal des jeunes. Là aussi, ce sont eux qui ont été sollicités. Ils ont piloté cet événement. Yolène Torres. La nature au cœur de la fête, une première à Bois d'Arcy. 3 jours durant lesquels l'environnement était à l'honneur, une priorité pour le maire depuis le début de son mandat. Sa commune est d'ailleurs sur le point d'avoir sa première fleur rouge. On a planté plus de 70 000 bulbes sur Bois d'Arcy et puis on a appuyé, on a soutenu énormément de projets avec les jeunes du CMJ, du Conseil municipal des jeunes. On a énormément soutenu des projets d'environnement, d'écologie, de potager partagé et puis cette première fête de la nature qui est apparemment une réussite. Encadré et appuyé par la commune, c'est le Conseil municipal des jeunes qui a piloté cette première fête de la nature. 11 jeunes se sont investis dans ce projet. En fait, on a voulu mettre en place ce projet pour mobiliser toute la population de Bois d'Arcy et même d'autres populations pour protéger notre nature, notre environnement. Et voilà. Plusieurs stands étaient proposés aux visiteurs, un jeu de l'eau organisé par Versailles Grand Parc, un jeu sur le recyclage et l'huile de palme, et aussi de quoi se désaltérer sous le soleil de plomb avec ses jus de fruits bio. Je pense que c'est bien d'encourager ce genre d'initiative. La nature, le recyclage, tout ça, c'est des valeurs qui vont devenir de plus en plus intéressantes et il faut les encourager. L'endroit n'était pas choisi au hasard, le canal paysager de la Croix-Bonnet, petit coin de nature au cœur de la ville. Une dernière information qui concerne Bois d'Arcy. Justement, la ville organise une réunion publique de concertation sur le projet d'aménagement des terrains de la société Fujifilm ce vendredi 19 juin à 18h en salle des fêtes. Les terrains qui seront libérés en 2016 par cette entreprise. Un projet privé va voir le jour. L'ancienne équipe municipale envisageait 450 logements. La nouvelle s'y oppose et veut mettre l'accent sur l'aménagement paysager. Vendredi 19 juin, la réunion autour de ce projet. Fin du journal. Rendez-vous demain aux horaires habituels. Tout de suite, c'est Kiosque, le magazine de la culture. Il sera très largement question de la fête de la musique de ce week-end. Très belle soirée.